webinaire. Avant de donner la parole à Stéphanie et à Janie, laissez-moi vous les présenter brièvement. Alors, Stéphanie Ovington. Stéphanie, je te laisse lever la main pour dire que c'est toi, Stéphanie. Alors, on voit ton nom de toute façon. Elle est professeure agrégée au sein de la Faculté d'éducation de l'Université Laval, programme de psychoéducation. Les travaux de recherche de Stéphanie portent principalement sur les innovations pédagogiques en enseignement supérieur. En particulier, Stéphanie s'intéresse à la pédagogie ludique, au développement du savoir-être et à l'accompagnement des stagiaires. Janie Lépine est psychoéducatrice et doctorante en psychoéducation à l'Université Laval. Elle est également membre étudiante de l'unité mixte de recherche, Synergia, et du CRIEVAT, le CRIEVAT. Elle oriente son projet doctoral sur les besoins de soutien et les mesures de soutien qui sont offertes aux psychoéducatrices et psychoéducateurs novices lors de leur insertion professionnelle en milieu scolaire. Parallèlement à ses études de troisième cycle, Janie enseigne dans les programmes en psychoéducation à l'Université Laval et occupe également le rôle d'auxiliaire de recherche dans des projets portant sur l'innovation pédagogique et sur le savoir-être. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. Je laisse la parole à Stéphanie et à Janie. Oui, alors bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous présenter notre ressource éducative libre qui s'intitule La pédagogie par le jeu, un levier pour favoriser le développement du savoir-être. Donc, une ressource qu'on a développée l'an dernier, puis qui est encore en évolution cette année. D'où le titre de notre présentation là, aujourd'hui qui s'adresse entre autres là, à la pédagogie ludique et au savoir-être. Donc, une ressource éducative libre qui serait à votre portée. Donc, pour aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est entre autres pourquoi on a choisi de réaliser une ressource éducative libre, notre intention aussi derrière la conception de ce manuel-là, en particulier le besoin pédagogique auquel on souhaitait répondre. On va aussi aborder rapidement là, quelques éléments clés entourant le jeu, l'utilisation du jeu dans un contexte d'enseignement supérieur, puis quelques principes pédagogiques pour favoriser le développement du savoir-être, notamment en contexte d'activité ludique. On va aussi vous faire un survol assez rapide de notre manuel, mais on va surtout aussi vous présenter quelques activités qu'on met de l'avant dans le contexte de nos cours en psychoéducation, Janie et moi. Lorsqu'on a présenté notre manuel en juin dernier lors du colloque de la QPC, on a pu faire vivre les activités aux participants qui étaient là, ce qu'on ne pourra pas faire nécessairement aujourd'hui avec vous. Donc, on y est allé plutôt, là, comme je le disais, sous forme de vidéo pour que vous puissiez voir comment ça se trame là, en contexte de classe. Alors, pourquoi on a choisi de réaliser une ressource éducative libre? En fait, c'est qu'on a répondu à un appel de proposition qui émanait de la Fabrique REL, qui portait en particulier sur la conception de manuels ou de notes de cours. Donc, on a choisi de soumettre une proposition pour l'élaboration d'un manuel parce qu'on voulait donner accès à une ressource qui était considérée libre puis qui pourrait être modifiée par les enseignants en fonction de votre discipline ou en fonction de vos besoins. Qu'est-ce que c'est une ressource éducative libre? Mais c'est du matériel d'enseignement ou d'apprentissage. Donc, en ce sens, ça peut être appliqué autant ou utilisé pour les enseignants, pardon, mais aussi par les étudiants et majoritairement par les étudiants, je dirais. Avec une licence d'utilisation qui permet, comme je le disais, des adaptations ou des modifications et tout ça, ça peut se faire gratuitement. Oui. Donc, en fait, là, l'objectif derrière la création justement de ce manuel était d'une part de mettre de l'avant le potentiel de la pédagogie par le jeu en enseignement supérieur, mais également de sensibiliser les lecteurs, les lectrices quant à l'apport de l'approche ludique pour favoriser le développement du savoir-être qui est présent là, dans plusieurs métiers et professions là, en enseignement supérieur.
Et donc, de façon cohérente avec l'intention, le manuel s'adresse, pardon, aux personnes enseignantes qui souhaitent justement intégrer le jeu dans le cadre de leur pratique. Donc, le but est vraiment de stimuler leur réflexion, d'approfondir leur réflexion par rapport à cette approche-là, mais également de leur permettre d'expérimenter des nouvelles méthodes d'apprentissage, des nouvelles méthodes d'enseignement qui pourraient soutenir justement le développement du savoir-être en enseignement supérieur. Et bien que le manuel s'adresse peut-être plus spécifiquement aux personnes enseignantes, bien, les personnes étudiantes aussi peuvent être interpellées par ce manuel-là, ne serait-ce que pour mieux comprendre comment le fait de participer à des activités ludiques peut contribuer à des apprentissages, au développement en fait de leur savoir-être et comment les activités pourraient même être réinvesties dans le cadre de leur future pratique professionnelle. Donc, on souhaitait répondre à un besoin pédagogique par le biais de ce manuel-là, entre autres le fait que malgré toutes nos bonnes intentions dans le cadre de l'enseignement de nos cours, puis de notre discipline, on met de l'avant toutes sortes d'initiatives pédagogiques. On se rend compte qu'il y a encore peut-être trop peu d'attention qui est accordée au développement du savoir-être. On met davantage l'accent sur tout ce qui touche les savoirs, puis les savoir-faire. Un autre élément, moi, j'ai souvent utilisé le jeu autant dans mon enseignement au collégial. J'ai enseigné au collégial pendant 20 ans en éducation spécialisée avant de me diriger vers le milieu universitaire. J'utilisais beaucoup de jeux. Et puis, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'utilisation du jeu dans le cadre de recherche, bien, on se rend compte qu'il n'y a pas tant d'études qui parlent de ça. On voit une augmentation dans les 10 dernières années. Mais on constate que l'utilisation du jeu dans un contexte soit au collégial ou à l'université, c'est quand même encore peut-être des fois trop peu utilisé. Pourtant, on sait que l'intégration d'activités ludiques dans le contexte des cours, bien, ça peut permettre de réduire le stress chez certains étudiants, puis ça crée surtout un environnement qui est favorable aux apprentissages, puis qui est davantage en phase avec les besoins puis les intérêts des étudiants d'être dans des activités qui sont plus expérientielles, où ils peuvent collaborer avec leurs collègues de classe, surtout là, au sortir de la pandémie, là, où on a eu quand même plusieurs besoins qui ont été manifestés là, en ce sens-là. Donc, c'est normal, hein, il y a plusieurs idées qui circulent à propos du jeu, de l'utilisation du jeu en contexte d'enseignement supérieur au collégial, certainement encore plus peut-être à l'université. Donc, l'idée que utiliser un jeu, ça fait pas sérieux, que c'est pas rigoureux, que ça peut être perçu comme étant trop enfantin. Mais on sait que le jeu, en particulier, ça peut avoir un effet quand même assez intéressant pour toutes sortes d'apprentissages, notamment en ce qui touche les habiletés nécessaires pour établir des relations professionnelles, donc en particulier le savoir-être. Puis le jeu, ça enlève pas du tout la rigueur, en fait, à l'enseignement qu'on souhaite mettre de l'avant là, dans le contexte de nos disciplines respectives. Le jeu, si on regarde les différentes recherches là, qui ont été faites dans les 10 dernières années, a plusieurs qualités éducatives qu'on peut mettre de l'avant, puis à partir desquelles on peut tirer quand même certains avantages dans le cadre de nos enseignements, notamment aussi simple que de donner un côté qui est plus plaisant puis attirant aux différents apprentissages puis aux enseignements qu'on essaie de mettre de l'avant dans le cadre de nos cours. C'est une façon d'aller susciter un engagement émotionnel chez les étudiants puis de mettre l'accent davantage sur tout le domaine affectif des apprentissages. Puis ça permet aussi de réduire certains freins aux apprentissages dans le sens que ça nous permet des fois de mettre un cadre d'apprentissage qui est considéré peut-être plus sécuritaire où les étudiants peuvent se permettre de faire différents allées et venues, puis d'apprendre avec un certain filet de sécurité sans compromettre, par exemple, l'intégrité d'une clientèle en particulier ou de créer un préjudice potentiel. C'est aussi une façon d'aller
renforcer l'intérêt des étudiants par rapport à certains apprentissages qui leur apparaîtraient peut-être des fois plus complexes ou pour lesquels il y aurait peut-être à prime abord moins d'intérêt. Donc, c'est une façon d'aller peut-être aller susciter davantage cet intérêt-là chez les étudiants. Comme je viens de le mentionner, c'est une façon de mettre en place des situations qui peuvent permettre aux étudiants de faire des erreurs et donc d'apprendre aussi dans un contexte où on peut faire certaines erreurs sans qu'ils aient cette pression-là qui est associée à, par exemple, un stage ou un milieu professionnel. C'est aussi une façon de favoriser un apprentissage où l'action est beaucoup plus présente, donc un apprentissage qui est expérientiel et une réflexion aussi sur cette action-là. Donc, dans le contexte des activités, on ajoute toujours une période de debriefing, excusez-moi l'anglicisme, là, où on veut aller susciter différentes réflexions chez les étudiants. Donc, on a quand même un rôle important à jouer là, en tant qu'enseignant par rapport à tout ça. Puis le but ultime, évidemment, c'est de soutenir le transfert des apprentissages, donc de faire en sorte de créer des situations de jeu qui sont quand même assez représentatifs du métier ou de votre discipline ou du contexte professionnel dans lequel vous voulez que les étudiants puissent faire des liens avec, ben voici à quoi ça pourrait ressembler en contexte professionnel, malgré le fait que là, je l'ai fait peut-être un petit peu plus sous forme de jeu ou d'activité qui est considérée plus ludique. Donc, la pédagogie par le jeu, là, dans ce qu'on a voulu vraiment mettre de l'avant, puis là, on se promène, je vous dirais, entre les termes pédagogie par le jeu puis pédagogie ludique. Là, il n'y a pas nécessairement de consensus à savoir qu'est-ce qu'on devrait utiliser. On voit dans les écrits, autant dans les milieux francophones, pédagogie ludique, pédagogie par le jeu, pédagogie of play, etc. Là, donc, il y a vraiment plusieurs libellés qui sont associés à ce type de pédagogie-là. On s'inscrit plus dans une perspective de ludicisation, donc, et non peut-être un petit peu moins dans l'idée des jeux sérieux, mais vraiment dans l'idée d'ajouter un caractère de ludique dans les enseignements puis dans les situations d'apprentissage pour amener tout cet élan-là de plaisir associé aux apprentissages dans notre discipline, sans sacrifier, comme je le disais tout à l'heure, la rigueur intellectuelle qui est associée là, à votre domaine en particulier. L'autre élément qu'on a voulu mettre de l'avant aussi dans notre livre, puis auquel on a accordé aussi des volets spécifiques dans les différents chapitres du manuel. Donc, je parlais du plaisir. On a un chapitre qui porte en particulier sur le plaisir à mettre de l'avant dans le cadre des enseignements. On veut aussi soutenir le développement des connaissances, oui, mais surtout le développement des compétences. Vous êtes en approche par compétences en milieu collégial, donc ça se prête très bien. Puis, en particulier, sur des attitudes relationnelles ou des savoir-être qui peuvent être mis de l'avant, mais dans un contexte qui est considéré plus interactif, donc où on fait appel au groupe, puis à comment on peut tirer profit aussi de cette énergie-là qui se développe au sein d'un groupe d'étudiants. L'autre élément qu'on a voulu mettre de l'avant, comme je le disais, c'est beaucoup l'accent sur le plaisir pour l'étudiant de s'impliquer dans une activité ludique, mais aussi le plaisir pour l'enseignant d'enseigner dans un climat où on met de l'avant aussi ce caractère-là plus ludique des activités d'apprentissage qu'on propose. Donc, en particulier, les activités qu'on a ciblées dans notre manuel concernent divers types d'apprentissage liés au savoir-être, mais en particulier, on a mis l'accent sur tout ce qui touche les émotions, les motivations des étudiants, des valeurs qui pourraient entrer en jeu dans différents contextes ou dans différentes situations d'enseignement et d'apprentissage, des attitudes qui pourraient être présentes ou être ciblées de façon plus spécifique dans le cadre de vos domaines respectifs et différentes habiletés sociales. On a voulu là, vraiment mettre de l'avant des habiletés qui sont considérées nécessaires dans vos contextes professionnels parce que vous allez voir, on a fait appel à différents experts de disciplines diverses. Donc, vous allez pouvoir vraiment vous retrouver là, dans les différentes activités qui sont proposées dans le manuel. On a ciblé différentes dimensions du savoir-être, ne sont pas nécessairement exhaustives, mais c'est ce qui nous est apparu comme étant assez représentatif des activités qu'on a voulu mettre de l'avant dans notre manuel.
Donc, on a des savoir-être qui sont liés davantage à tout ce qui touche la dimension personnelle, donc la connaissance de soi que l'étudiant peut avoir. La dimension sociale, donc tout ce qui touche mes relations avec les autres, mais on a aussi vu que dans plusieurs activités, il y avait des éléments du savoir-être qui touchaient davantage la dimension cognitive du savoir-être, donc tout ce qui touche la pensée critique, le discernement, le professionnalisme, etc. Puis, on a essayé vraiment de cibler différents éléments dans ces différentes dimensions-là et de les identifier clairement dans les différentes activités qu'on propose. On a aussi mis de l'avant différents principes pédagogiques là, qui émanent de certaines des recherches que je suis en train de finaliser, puis que j'ai réalisées dans les dernières années avec mes collègues. Donc, des principes pédagogiques qui, oui, peuvent apparaître quand même assez universels, mais qui prennent un sens quand même particulier dans le contexte d'une activité ludique, notamment l'idée de rendre les étudiants actifs, donc de les mettre en action, de les amener à comparer certaines attitudes, certaines valeurs, certaines réflexions qu'ils peuvent avoir, qui émanent de certaines des activités qu'on leur propose. L'idée aussi de tirer profit des interactions qui surviennent pendant les différentes activités qui sont proposées, surtout dans une optique de créer un sentiment d'appartenance qui est un savoir-être en soi, là, et de créer un climat d'apprentissage qui est propice à cette espèce de révélation de soi pour que ça se fasse aussi dans un climat de confiance. Donc, tirer vraiment avantage des interactions, mais vraiment aussi de créer le climat qui est propice à cette révélation de soi, si on veut. Les étudiants qu'on a interrogés dans le cadre de nos études ont aussi fait valoir l'importance d'obtenir une rétroaction constructive lors de la mise en œuvre des activités. Donc, il ne suffit pas de mettre une activité ludique en place. On veut aussi que ça soit accompagné d'une certaine rétroaction. Ça pourrait prendre la forme d'une rétroaction très ciblée de la part d'un enseignant, mais ça pourrait aussi être des rétroactions de la part de leurs collègues de classe ou de la part de leurs pairs. Donc, l'idée qu'on revient sur le sens des activités et c'est ce qui va contribuer aussi à la rigueur associée, puis à l'intention pédagogique, puis à clarifier l'intention pédagogique derrière l'utilisation du jeu pour les étudiants aussi. Évidemment, on ne passe pas à côté du fait qu'on doit aussi associer les activités à une certaine période de réflexion. Puis on a une responsabilité en tant qu'enseignant d'aller favoriser cette réflexion-là, puis de mettre l'accent sur la dimension affective, donc au-delà des savoirs et des savoir-faire qui sont tout aussi importants, mais aussi d'aller chercher bien, comment je me suis sentie, moi, dans cette situation-là, comment je me perçois en tant que futur professionnel ou en tant que futur technicien dans mon métier à vivre potentiellement une situation qui pourrait ressembler à celle-là. Donc, vraiment de mettre des mots, d'agir à titre de modèle aussi pour les étudiants, puis de mettre en mots certaines de nos réflexions on aurait pu avoir, nous, à titre de professionnels dans notre discipline. Vous comprendrez en fait que l'idée justement derrière le manuel, c'était de présenter de façon rigoureuse et originale le contenu théorique, le contenu pédagogique qui est lié justement à l'approche ludique pour favoriser le développement du savoir-être dans le cadre de l'enseignement. Et donc, le manuel a été conçu et divisé là, en 6 chapitres distincts, donc qui portent respectivement sur l'apprentissage et le jeu, le plaisir en enseignement supérieur, l'attitude ludique et le climat d'apprentissage, le jeu et la pédagogie par le jeu là, comme levier pour le savoir-être. Et à la toute fin, il y a justement là, le répertoire de jeux et d'activités là, que nous avons à vous proposer. On va faire là, le tour rapidement là, tantôt du manuel, donc je vais pouvoir vous présenter le plus en détail là, comment il a été conçu. Pour en arriver justement à créer le manuel qui comprend en fait un répertoire de jeux, on a fait appel là, à des personnes enseignantes de milieu collégial et universitaire
qui utilisent le jeu pour développer le savoir-être dans le cadre de leur cours. On a eu une réponse positive de plus de 20 personnes collaboratrices qui nous ont généreusement là, donné accès aux jeux qu'ils utilisent. Initialement, là, on avait ciblé là, les programmes davantage centrés sur les métiers relationnels, mais à notre grande surprise, on a reçu des contributions d'activités de personnes enseignantes là, de plusieurs disciplines différentes, ce qui montre justement que le savoir-être se déploie là, dans toutes sortes de métiers, toutes sortes de professions. Et donc, sans plus tarder, on va aller voir le manuel en question. Donc, juste pour vous dire, là, à la fin de la présentation, vous allez avoir accès là, à un code QR qui va venir là, vous donner le lien directement vers le manuel, mais également le lien en fait pour s'y diriger. Donc, une fois que vous arrivez sur la plateforme Pressbooks, vous arrivez ici. Vous pouvez donc cliquer sur Lire le livre. Et vous avez accès, en fait, là, ici à gauche, à la table des matières qui comprend l'ensemble des sections et également l'ensemble des chapitres dont je vous parlais. Vous allez donc pouvoir là, vous diriger dans un chapitre en particulier ou une sous-section particulière qui vous intéresse pour survoler le manuel. Et à la toute fin, justement, il y a le répertoire d'activités et de jeux qui est divisé là, en fonction des différentes catégories de jeux. Donc, ici, il y a les activités brise-glace, les jeux coopératifs, collaboratifs, les jeux d'improvisation, jeux de rôle, les jeux de créatifs et les jeux de réflexion et de prise de décision. L'ensemble des jeux là, sont vraiment faits sous forme de fiches qui comprennent l'ensemble des modalités pour pouvoir refaire là, le jeu dans votre contexte à vous. Donc, ne serait-ce que le matériel, les objectifs d'apprentissage, comment disposer l'espace, les rétroactions qui sont possibles. Et tous les jeux de nos collaborateurs sont identifiés par des fiches différentes pour justement mettre de l'avant la contribution des personnes enseignantes. Donc, chaque fiche possède là, son propre logo. Donc, vous pouvez voir en fait qu'on a voulu justement dans notre manuel ajouter une petite touche ludique par les illustrations qui ont été faites. Et également, là, lorsque vous survolez là, le manuel, vous allez pouvoir avoir accès à des questions réflexives pour pousser justement la réflexion plus loin, mais également là, à des liens vers des ressources complémentaires pour pouvoir approfondir certains thèmes. Maintenant, on va aller dans la partie un petit peu plus pratique en lien avec la présentation de certaines activités. Donc, comme vous l'avez vu, en fait, en survolant le manuel, la banque d'activités comprend notamment des activités brise-glace. De façon générale, ces activités-là vont cibler notamment là, la connaissance de soi et des autres, le climat de confiance, l'ouverture à l'autre. C'est des activités qui sont simples à réaliser, qui vont nécessiter très peu de préparation. L'exemple qu'on peut vous donner, là, Stéphanie et moi, on l'utilise justement dans le cadre de notre enseignement, c'est l'utilisation d'objets où les personnes étudiantes vont devoir justement choisir dans un bac un objet qui les représente et vont devoir se présenter là, à nous et au groupe en faisant un lien là, avec l'objet choisi en question. Une autre activité que Stéphanie et moi utilisons beaucoup dans le cadre de notre enseignement et qui est grandement appréciée là, des personnes étudiantes, c'est le jeu nommé l'enquête positive. Il se retrouve en fait là, dans la catégorie là, de jeux de réflexion et de prise de décision. Concrètement, il s'agit en fait de placer les étudiants en sous-groupe, puis de déposer là, des cartons qui comprennent des énoncés sur la table. À tour de rôle, les étudiants là, vont pouvoir piger un énoncé puis répondre à celui-ci. Donc, des exemples d'énoncés pourraient être si j'avais une seule bonne chose à dire sur moi, je dirais que j'ai reçu un compliment récemment, il s'agit devant une difficulté, je suis capable de. Donc, vous comprendrez que comme le nom l'indique, c'est vraiment de mettre de l'avant les forces, les capacités des personnes étudiantes dans le but de développer justement leur connaissance de soi, leur confiance, leur image de soi, l'ouverture aux autres, etc. On a sondé en fait les étudiants là, à la suite de l'expérimentation des activités, notamment pour avoir leur perception face à celle-ci. Il y a une étudiante qui nous a mentionné là, que l'activité lui a permis de développer son estime d'elle-même, notamment en apprenant à mieux se comprendre et s'aimer, puis qu'elle a aimé cette activité-là justement parce que ça l'aidait à réfléchir sur ses forces et sur ses capacités pour être capable de justement mieux les nommer aux autres.
Oui, je vais poursuivre. On va vous montrer 3 vidéos distinctes pour illustrer un peu comment ça se trame en contexte de classe. On a une activité qu'on met de l'avant, Janie et moi, dans le cadre de nos cours que peut-être que certains d'entre vous utilisez aussi là, parce qu'elle est quand même connue. C'est l'idée des étiquettes où on va venir apposer au dos des étudiants là, un préjugé défavorable ou favorable, puis on va demander aux étudiants de se placer en équipe avec des personnes en fonction justement de l'énoncé qui est inscrit dans leur dos. On l'a revampé un petit peu dans un cours qu'on donne qui porte davantage sur l'identité professionnelle en psychoéducation. Puis, on a voulu simuler une journée pédagogique où les étudiants, ou en tout cas en tant que futurs employés d'une ressource X, pardon, ils avaient à choisir des collègues de travail avec lesquels ils voulaient travailler en fonction de la caractéristique qu'on avait à poser à leur dos. Donc, on a associé des catégories d'emploi et des caractéristiques intéressantes et des caractéristiques un peu moins intéressantes. Donc, on va vous montrer qu'est-ce que ça donne. Le son pour entendre les étudiants est plus ou moins bon là, dans cette vidéo-là. Notre prochaine vidéo va être meilleure sur la qualité du son, mais vous allez quand même avoir une bonne idée de l'esprit qui se dégage là, de l'activité. Le hic dans notre activité, c'est que vous allez devoir choisir la personne avec laquelle vous voulez travailler uniquement en vous basant sur la caractéristique que je vais ajouter sur son dos. OK? Donc, toi, tu ne sais pas ce que tu as en arrière de ton dos et donc, tu vas avoir des réactions. Sinon, non plus, Donc, les différentes étiquettes qui sont à poser au dos des étudiants, par exemple, ça pouvait être un collègue qui est sur le point de prendre sa retraite, qui est plus investi dans le programme, une adjointe administrative qui parle dans le dos des autres, un collègue agréable à qui je peux me confier, etc. Donc, certaines avaient des étiquettes très positives et d'autres des étiquettes un petit peu moins favorables. Puis, ils devaient choisir leur équipe de travail en fonction de ça. Donc, vous voyez aussi qu'on les encourage à aller voir toutes les étiquettes avant de faire un choix. On n'est pas centré sur, ben, je le place nécessairement avec mes amis habituels. Vous avez choisi votre équipe de 3, vous pouvez vous asseoir. Je vois que physiquement, tu es en retrait. Ça a créé ça chez toi même. D'accord. OK. Alors, est-ce qu'il y a personne, je conclus qu'il n'y a personne qui voulait être en équipe avec toi? Comment tu te sens? Rejeté. Mais en même temps, peut-être que je le mérite, là, je sais pas. Oui. OK. Qu'est-ce que tu as eu comme réaction? Ben moi, mes amis ont ri de moi. Là. Donc, le son n'est pas très bon, on va l'arrêter là, mais vous voyez qu'évidemment, ensuite, on a une discussion avec les étudiants à savoir, malgré le fait que c'est très, très ludique, ils ont quand même vécu certaines émotions. Ils vont s'en remettre, là, on s'entend, mais ça a quand même suscité des émotions chez elles. Entre autres, l'étudiante qui s'est complètement retirée du groupe parce qu'elle a abandonné après un certain temps parce qu'il n'y a personne qui voulait nécessairement se placer en équipe avec elle. Donc, dans les témoignages qu'on a recueillis de la part des étudiants, là, vous voyez une étudiante qui nous dit que c'est venu contribuer à consolider ma valeur de la considération. Ça m'a aidé à prendre conscience de certains de nos préjugés qu'on peut avoir par rapport à certains types de personnes, et etc. Donc, on pousse évidemment la réflexion un petit peu plus loin. Dans le cadre de notre cours, on a aussi demandé aux étudiants là, de faire des réflexions écrites là, à la suite de certaines activités qui les avaient marquées davantage. On va vous en présenter une autre qui est à caractère à la base très, très ludique, là, donc il n'y a pas nécessairement de fondement en lien avec, par exemple, notre cours d'identité professionnelle, mais c'est une activité
que je mets en place quand même assez régulièrement. C'est une activité qui est mise en œuvre, là, entre autres, là, dans des activités où on veut travailler l'esprit d'équipe, le travail en équipe. Où on utilise des bâtons qu'on peut se procurer là, dans n'importe quelle quincaillerie et où les étudiants ont à s'assurer de réaliser la tâche qu'on leur demande en collaboration avec leurs collègues. Donc, on vous laisse écouter ce que ça donne. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est l'activité des bâtons pour expérimenter votre travail d'équipe. Chaque membre de l'équipe va devoir avoir les 2 mains en dessous du bâton et les 4 doigts, excepté le pouce, okay? Les 4 doigts qui sont toujours en contact avec le bâton. Et là, votre consigne, votre tâche à réaliser, ça va être en laissant toujours le bâton en contact avec vos doigts, d'essayer de descendre le plus bas possible avec le bâton. Arrête de pleurer, là. Quand je baisse. Mais c'est pas moi qui monte. C'est pas moi. C'est l'autre. On va le à la poitrine. Ok, 1, 2, 3. Ah, mais moi, je pense que ça monte tout le temps. C'est qui me fait Ça touche. Il faut tous les doigts. Non, mais c'est dur quand même. C'est dur. Ok, il faut arrêter de monter. Vous vous souvenez, on vous a demandé de descendre et non de monter. La gang, on a besoin d'une autre stratégie. Donc, vous voyez assez facilement que malgré le fait que la consigne, c'est de descendre le bâton, ça ne fonctionne jamais, d'où l'idée que l'activité, c'est le bâton à l'hélium. Là, demandez-moi pas nécessairement de vous expliquer qu'est-ce qui contribue à ça, mais c'est toujours le même résultat. Puis, je leur dis que c'est une activité qui est mise de l'avant dans les activités de team building à Harvard. Puis même à Harvard, ils ne sont pas capables d'y arriver. Donc, c'est quand même assez comique comme activité, mais on arrive à faire des liens malgré tout avec tout ce qui touche l'esprit d'équipe. Donc, une étudiante qui nous dit, je ne croyais pas que j'avais en moi cette capacité de motiver les membres de mon équipe puis d'être une leader en quelque sorte. Donc, on leur demande à la suite de l'activité, ça a été quoi ton rôle, toi, dans cette activité-là? Est-ce que tu as été là pour motiver, pour donner des stratégies? Est-ce que tu t'es plus retiré? Est-ce que tu as abandonné, etc.? Donc, ça nous permet vraiment de mettre de l'avant différents comportements ou différentes attitudes là, qu'ils peuvent avoir par rapport à des tâches qui sont considérées plus difficiles, là, entre guillemets. Une autre des activités, et c'est une de nos principales là, pour laquelle on a fait une vidéo un petit peu plus exhaustive, vous allez entendre les témoignages des étudiants, c'est qu'on a utilisé la méthode Lego Serious Play avec les boîtes de jeux Lego Serious Play, sans nécessairement appliquer tous les principes de la méthode. C'est une activité qu'on met de l'avant souvent à la fin de notre cours, donc à la 14e ou 15e semaine, où on veut venir un peu faire consolider les différents apprentissages qui ont été faits pendant la session, où on demande aux étudiants de représenter avec les blocs. On pourrait le faire avec de la pâte à modeler, on pourrait le faire avec n'importe quel type d'outil. Les blocs servent vraiment de métaphore pour permettre aux étudiants de mettre en mots certains des apprentissages qu'ils ont faits là, au cours de la session. Donc, on vous en montre un petit extrait. L'extrait dure à peu près 12 minutes. On va en écouter peut-être 5 minutes maximum, mais sachez que les vidéos qu'on vous montre aujourd'hui, elles vont être ajoutées aussi à notre REL. Elles ne sont pas là présentement, mais on va les peaufiner puis on va les ajouter à la REL. Donc, vous pourrez aller les visionner là, à un autre moment donné. Lego a créé cette méthodologie-là qui s'appelle Lego Serious Play, qui vise à contribuer, entre autres, au développement professionnel. C'est vraiment pour susciter ces réflexions plus larges, puis pour faire une mise en commun de la perspective de chaque personne qui participe
à l'organisation. Donc, en contexte universitaire, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va faciliter, vous allez le voir, le partage des points de vue différents. Donc, on va vous amener non seulement à travailler avec le Lego, mais aussi à discuter de ce que vous aurez créé ensemble, encore une fois, un peu pour favoriser cette espèce de confrontation d'idées dans votre perception de thèmes qu'on a ciblés en particulier en lien avec l'identité professionnelle. OK? C'est aussi l'idée de favoriser l'introspection. Pourquoi? Parce que le fait de jouer avec un jouet physique, ça nous amène à réfléchir les choses autrement, ça stimule autre chose dans notre cerveau, puis ça nous amène à amener des idées qu'on n'aurait peut-être pas amenées autrement en étant plus passif puis juste à l'écoute dans un contexte d'une réunion d'équipe ou dans une rencontre d'équipe, par exemple. Êtes-vous prêts? Oui. OK. Donc, je vais vous inviter à ouvrir vos boîtes et à sortir les morceaux du sac puis juste de les étendre au centre de votre table. OK? Donc, individuellement, vous choisissez les morceaux qui vous conviennent dans ce que vous avez devant vous et vous construisez une tour. OK? Donc, on commence avec ça. Allez-y. Ça met à profit mes capacités motrices. Ça va chicaner. Moi, j'avais hâte de voir quel lien on allait faire entre, mettons, les concepts de psychoéducation puis les blocs Lego. Je me suis dit, ça va être quand même le fun aussi comme activité. Tu sais, un cours le matin, c'est quand même plaisant. Là. Ça faisait très différent des autres modalités d'apprentissage. Vraiment. Ben moi, j'avais hâte de jouer. Là. J'aime ça jouer à des trucs, puis je trouve qu'on est assez ludique en psychoéducation. Ben, ça représente la sécurité, peut-être pour le bonhomme. Oui, et c'est bien, c'est l'ouverture. Oh, c'est beau. J'ai fait un petit cloche parce que c'est une base solide. Une petite corde, ça fait à monter en haut de sa côte. Moi, j'ai eu peur que les gros blocs... Que ça monte haut facilement. Moi, j'ai trouvé ça agréable de voir la perception de mes collègues. T'sais, on construisait, mettons, une tour individuellement, après ça, on la partageait en groupe, puis on avait toutes vraiment pas la même chose. Et là, on va se poser la question à savoir, ben, c'est quoi pour nous une bonne psychoéducatrice? Donc, en équipe de 2, vous choisissez soit de faire l'image d'un bon psychoéducateur ou d'un moins bon psychoéducateur. OK? Donc, allez-y. Il va la porte. Ouais. Il n'y a pas que le négatif. C'est bon, Comme ça? Ah, c'est une bonne idée, c'est des... Il a appris à l'école là, qu'on faisait ça comme ça. Là. Fait que c'est comme ça la bonne idée. Ça permettait vraiment de mettre en mots comme notre couleur, notre profession. Fait qu'on dirait que quand on va arriver dans un vrai milieu, on va peut-être être plus en confiance de le nommer comme on l'a nommé là. Ça nous a permis de mettre en lumière certains éléments qui nous attirent le plus aussi. Moi, j'ai trouvé aussi que c'était facile de s'exprimer, tu sais, avec le visuel qu'on avait fait. C'était comme naturel d'en parler, puis je trouvais que c'était fluide, là, nos conversations qu'on avait. Alors, on roule parce qu'on... C'est bon. Donc, on va l'arrêter. Donc, vous voyez là que c'est généralement très, très positif. Comme je vous dis, le reste de la vidéo là, vous permet de les entendre davantage là, sur différents apprentissages qu'ils ont faits. On est rendu à la phase 2 de notre manuel. Donc, on refait un appel à contribution. Si vous souhaitez participer puis ajouter au répertoire d'activités, on a envoyé des invitations dans les cégeps. Je ne suis pas certaine que ça s'est rendu à vous. Donc, si jamais vous voulez communiquer avec nous, là, on vous invite à le faire. Puis, c'est relativement simple. On a une fiche pédagogique à remplir, puis vous pouvez nous expliquer votre activité. Dans cette deuxième phase-là, on met l'accent aussi davantage sur les jeux de rôle. Donc, si vous avez des scénarios de jeux de rôle à nous proposer que vous utilisez dans votre discipline, on va être vraiment preneurs, puis on va être très contente de les ajouter à notre manuel. On va ajouter des nouveaux chapitres, mais on va aussi ajouter des activités à notre répertoire. Donc, on voulait remercier la Fabriquerel, tout le personnel de l'Université Laval qui nous a aidés et notre illustratrice avec les dessins là, que vous avez vus autant dans notre manuel que dans notre présentation là, de ce midi. Donc, voilà, merci de votre attention.
OK. Et on peut donc copier le code QR. Est-ce que vous avez une adresse web aussi pour certaines personnes? Ça peut être plus facile parce que le Oui, code QR mène à quelque chose. oui, je vais la déposer dans le chat, là. Parfait, parfait. Merci beaucoup à toutes les deux. Il y a Fanja Lucie qui pose deux questions en fait qui sont interreliées. Je crois que ça concerne la dimension sociale là, du savoir-être. Elle demande est-ce que vous avez développé des activités ludiques destinées aux étudiants enseignants, là, personnes natives bon, du Québec, qui visent à diminuer la discrimination et favoriser le bien-être, l'environnement favorable à la réussite des étudiants internationaux et minorités visibles, autochtones, etc. Donc, pour leur permettre de développer là, des compétences multiculturelles, des attitudes relationnelles bienveillantes et accueillantes. Non, malheureusement, on n'a pas ciblé une clientèle étudiante ou une communauté étudiante en particulier. Il n'y a aucune des activités qui est proposée, à mon sens, là, à mon souvenir, qui cible davantage ça, mais c'est certainement un avantage. Par contre, il y a des références dans le livre qui sont associées à certains des passages là, dans les extraits théoriques. Où je fais référence à un texte en particulier là, d'une enseignante dans un collège américain qui met en place justement une activité qui cible en particulier là, tous les comportements qui peuvent être considérés discriminatoires, puis tout ce qui touche l'inclusion, etc. Donc, si jamais vous voulez que je vous le précise là, davantage, n'hésitez pas à m'écrire là, personnellement, puis je vous enverrai la référence. Merci, Stéphanie. Il y a Marilyn Hogg qui dit avez-vous eu des personnes qui vous ont dit que l'activité des étiquettes les avait déstabilisés? Oui, effectivement. Avez-vous mis consciemment, là, c'est ça, avez-vous mis consciemment aussi des phrases positives sur les personnes étudiantes moins appréciées de leur père? Non, en fait, parce que c'est dépersonnalisé dans le sens que les étiquettes sont associées de façon très aléatoire aux étudiants, mais en même temps, on fait valoir comment ça peut être utilisé dans un contexte professionnel pour mettre de l'avant peut-être certains éléments qu'on observe, par exemple, dans une classe avec des enfants ou peu importe. Mais oui, malgré le fait que certaines activités sont quand même assez ludiques et puis où on s'amuse, ça crée quand même certains déséquilibres là, chez les étudiants, mais on essaie d'en tirer profit. Puis c'est là l'importance de la période de réflexion par la suite, puis la période de discussion par la suite. Puis on en a aussi qui nous en ont fait part dans leurs activités réflexives écrites par la suite. Mais de dire, est-ce que ça les déstabilise à un point tel, on met un cadre qui est quand même sécuritaire. Puis c'est la raison pour laquelle aussi certaines des activités qu'on choisit de mettre de l'avant, bien, on sait qu'on a déjà réussi à créer un climat de confiance qui est quand même assez solide dans notre groupe. Ce n'est pas des activités qu'on mettrait de l'avant, par exemple, dans les 2 premières semaines de cours. On a vraiment mis des éléments en place qui permettent d'éliminer peut-être certains freins, là. Ouais. D'accord, merci. Dernière petite question, parce qu'il est déjà 12h15. C'est Annie Lapierre qui pose la question suivante. Les rétroactions des étudiants sur leur savoir-être sont généralement positives. Toutefois, est-ce que dans votre livre, on explique, dans votre manuel, la façon de gérer des rétroactions négatives? Des rétroactions négatives à propos du savoir-être, oui, bien ça, c'est super intéressant. On ne l'a pas abordé encore dans le manuel. Je pense qu'on a voulu y garder un caractère très positif, surtout dans l'optique de vouloir mettre de l'avant le potentiel des activités ludiques. Mais dans le cadre des recherches que je suis en train de faire, effectivement, ça ressort là, dans les propos des enseignants qu'on est allé sonder, à savoir jusqu'à quel point ça peut être délicat d'amener des rétroactions sur le savoir-être des étudiants. Puis, on a un article là, qui va paraître là-dessus prochainement, là, entre autres dans la revue internationale en pédagogie en enseignement supérieur et possiblement dans une autre là, revue professionnelle. Donc, voilà. Très bonne question. Oui, tout à fait. Eh bien, merci à vous. Merci aux participantes et participants. Ça a été vraiment bien intéressant. Encore une fois, un autre webinaire que j'ai trouvé bien intéressant. Puis merci pour vos travaux, la qualité de vos travaux et au plaisir de vous rencontrer à une autre occasion. Merci. Bonne journée. Merci aux participants aussi.